Hop. Salut les amis, c'est Captain Rémi. Suite à ma vidéo d'hier, j'ai décidé de continuer la lecture de mon livre « Et si je traversais l'Atlantique en voilier ?» Merci encore pour vos nombreux commentaires. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé de setup. Je suis dans mon petit fauteuil tranquille et je vais pouvoir vous faire la lecture. Du coup, suite au prologue, je vous propose tout simplement de continuer par le premier chapitre. Il s'intitule « En route pour le tour du monde ». Est-ce que vous êtes prêts? Allez. Suite à la vente de ma société, je décide de me tourner pleinement vers ma passion du voyage. J'écris une liste de rêves, une bucket list comme on dit au pays des hamburgers, et je pars aux quatre coins du monde pour les réaliser. Je m'envole en Islande, chasser les aurores boréales, puis à New York, assister à une messe gospel. Je décide ensuite d'aller en Colombie pour participer au carnaval de Barranquilla, un des plus grands carnavals au monde. J'en profite pour apprendre l'espagnol et prendre des cours de salsa. Je vis pleinement mes rêves et pas question de m'arrêter là. Ma liste en contient plus de 50 et l'un de ces rêves est de traverser l'Atlantique à la voile. Je sais que sur internet, des skippers recherchent des équipiers pour les épauler. Je scrute les petites annonces et sans trop y croire, je postule à une offre qui correspond exactement à ce que je veux. Le capitaine cherche 2 personnes pour l'assister sur une traversée de l'Atlantique, de la Martinique à La Rochelle. Niveau localisation, c'est l'idéal pour moi. Les Caraïbes sont proches de la Colombie. En plus, cela ne me coûterait pas trop cher et me donnerait l'opportunité de découvrir le monde de la mer. Autant postuler. J'envoie donc cet email. Je m'appelle Rémi, j'ai 28 ans et j'adore vivre de nouvelles expériences. Je suis très intéressé par votre projet de traversée de l'Atlantique. Je tiens à préciser tout de suite que je n'ai aucune expérience en mer. Je suis quelqu'un d'ultra motivé et de très sérieux et convivial. Je sais cuisiner, je parle couramment français, anglais et je me débrouille pas mal en espagnol. J'adore apprendre de nouvelles choses. Je suis actuellement en Colombie et je suis prêt à faire le déplacement jusqu'en Martinique dès que nécessaire. Au niveau des dates, je suis flexible et je m'adapterai à vous. Je tiens un blog de voyage pour partager toutes mes aventures, capitaineremy.com. Même si votre réponse est négative, dites-le moi. 1000 merci. 2 semaines plus tard, je n'ai aucune nouvelle de ma candidature. D'ailleurs, j'ai arrêté d'y croire et n'y pense même plus. Après tout, combien de personnes plus expérimentées que moi ont postulé? Mes chances sont très maigres. Tant pis, je continue mon voyage et décide d'aller visiter le pays voisin à la Colombie. Bon voilà, le chapitre est fini. Il était assez court, 2 pages. Moi, ce que je vous propose, c'est que je continue. Allez, c'est parti, moi ça me plaît bien. Nouveau chapitre, bienvenue au Venezuela. Là, ça va être épique. Je pars de Riohacha en Colombie pour rejoindre Maracaibo, la 2e plus grande ville du Venezuela. Je prends un premier taxi collectif pour m'approcher de la frontière et fais la connaissance des 2 autres passagers, des Colombiens vénézuéliens de 25 et 50 ans. À 10 km de la frontière, changement de voiture. Sur les conseils de mes nouveaux amis, je convertis dans la rue mes pesos colombiens comme des bolivars. Je n'ai jamais fait ça de ma vie et je me sens pas trop à l'aise. Surtout que je n'ai aucune idée du taux de change. Je fais confiance aux 2 comparses qui viennent d'effectuer une opération similaire avec le même vendeur. Je me retrouve avec une liasse de billets absolument monstrueuse. Petit aparté, à ce moment-là, je me dis, ça se trouve, je suis en train de me faire avoir, je sais pas trop ce que je suis en train de faire. Mais bon, je me fais confiance, je me dis au pire c'est 50 €, mais j'avoue j'avais un peu les chocottes. On embarque ensuite dans une vieille Chevrolet aux banquettes en cuir. La musique latine braille et pour tout vous dire je me sens bien. Je vis une aventure unique et je me laisse guider par mon ressenti. En y regardant de plus près, quelques éléments clochent. Je suis coincé, à l'arrière, entre mes 2 camarades. La raison de leur voyage est un mystère. Au début, ils évoquent la famille. Ensuite, le travail et finalement le business. Après avoir franchi la douane, ils m'offrent une bière pour célébrer notre passage. J'aperçois l'un d'entre eux déchirer son passeport. Je suis de moins en moins rassuré. À l'avant se trouvent en plus du conducteur 2 femmes. Elles peuvent me faire un prix pour leur service. Non merci. Je mets du temps à réaliser la situation. Je suis un gringo, un blanc, dans un taxi clandestin avec 2 trafiquants et 2 prostituées. Après 4 heures de voiture, je débarque à Maracaibo.
Vous n'en avez jamais entendu parler? C'est normal, cette ville est loin d'être touristique. Elle est même déconseillée fortement par le site du gouvernement français, où on peut lire « Le Venezuela fait partie des pays ayant le plus fort taux de criminalité au monde. Les conditions de sécurité continuent de s'y dégrader rapidement. La plus grande vigilance doit être observée à l'entrée du lac de Maracaibo. » Ça tombe bien, c'est exactement là où je viens de débouler. J'avais pourtant lu attentivement la page Wikipédia, mais rien n'indiquait une ville en déperdition. J'aurais pu me douter que quelque chose clochait quand j'essayais désespérément de trouver une auberge de jeunesse sur internet et qu'aucun résultat n'apparaissait. Je déchante et réalise que je me suis réellement mis dans une situation à risque. Je fais appel à mon bon sens et je me rends à l'Alliance française. Pour ceux qui ne connaissent pas, les Alliances françaises, en fait, c'est des établissements qui ont pour but de faire rayonner la culture française dans le monde. Et c'est pas un endroit normalement où on va. Je suis accueilli chaleureusement par Bis, la coordinatrice pédagogique, et Sylvia, la directrice de l'Alliance, deux Françaises qui vivent ici depuis des années. En plus de me donner un sacré coup de pouce, elles m'expliquent l'état du Venezuela et de cette cité de 2 millions d'habitants. La situation politique et économique du Venezuela empire de jour en jour. La dégradation s'est accélérée depuis 2013, date de la mort de l'ancien président Hugo Chavez. La corruption chez les hauts placés depuis des années ne fait qu'aggraver la situation et n'incite pas à l'honnêteté, quelle que soit la classe sociale. Le Venezuela vit principalement de ses ressources pétrolières et importe massivement biens de consommation et produits alimentaires. La monnaie vénézuélienne, le bolivar, constitue une des particularités du pays. Officiellement, le taux en vigueur est de 1 euro pour 7 bolivars. Quand je vais retirer de l'argent au distributeur, c'est sur ce taux officiel que je suis crédité. Par contre, au marché parallèle, donc celui que j'ai fait dans la rue en Colombie, c'est-à-dire partout dans la rue, 1 euro équivaut à 230 bolivars. Imaginez la différence, c'est presque 35 fois plus. Je comprends mieux pourquoi j'ai autant de billets de bolivars. J'ai fait un super deal sans le savoir. Je vous assure, j'avais une liasse, elle était impressionnante. Une bière dans un bar vous coûtera 30 bolivars, 10 centimes d'euros. Un repas au restaurant, 400 bolivars, soit moins de 2 euros. Une nuit dans un bon hôtel à partir de 5 euros. Par contre, pour les Vénézuéliens, dont le salaire minimum est de 4000 bolivars, c'est une vraie galère et tous les moyens sont bons pour s'en sortir. Le bassin de Maracaibo bénéficie d'une situation idéale pour le trafic avec la Colombie, voisine, située à seulement 80 km. Les allers-retours sont légion. Le carburant au Venezuela ne vaut rien. Un plein d'essence coûte moins d'1 euro. Faire de la contrebande d'essence et de produits subventionnés tels que le riz, le papier toilette, l'huile ou encore savon est devenu monnaie courante. La quasi-absence de contrôle à la douane, voire l'accord implicite, favorise grandement ce trafic organisé. Bon, ça c'était il y a déjà 5 ans. Il faut imaginer que là, la situation elle s'est encore empirée au Venezuela. Et ils ont fermé la frontière entre la Colombie et le Venezuela. Je continue ma lecture. Le revers de la médaille, c'est que toute cette contrebande entraîne irrémédiablement une pénurie des biens de première nécessité. Le produit le plus controversé étant le PQ. Oui, vous avez bien entendu. Il est devenu difficile aujourd'hui à Maracaibo de se procurer du simple papier toilette. Consternant. Voir des files d'attente interminables devant les magasins aux rayons vides et monnaie courante. Faire la queue est devenu le sport national du Venezuela. L'État, afin d'essayer de gérer la situation, a mis en place des quotas, ainsi que des restrictions pour les non-vénézuéliens. Officiellement, je n'ai pas le droit d'acheter de PQ car je suis étranger. Ça me fait penser, là avec le Covid, quand on a eu des pénuries de PQ. Ils connaissent ça au Venezuela depuis des années. Cette crise se ressent grandement au sein de cette ville endolorie. Ici, les routes et les bâtiments vieillissent mal. Les édifices, autrefois dotés de couleurs éclatantes, pâlissent et arborent de sacrées fissures. Pourtant, on peut retrouver de superbes églises de l'époque coloniale, des statues de vierges ainsi que de charmantes places à la gloire de Simon Bolivar. Une des choses qui caractérise le mieux la ville, ce sont les voitures et bus en circulation. D'abord, ce sont pour la plupart de vieilles voitures importées des États-Unis, de type Mustang, Chevrolet des années 80,
mais ce sont surtout de véritables carcasses ambulantes. Les pièces de rechange sont inexistantes. Le parc automobile s'en ressent grandement. La plupart des voitures sont accidentées et arborent fièrement leurs cicatrices. J'en viens à me demander comment elles roulent, tant leur état est pitoyable. Évidemment, une fois que l'on sait tout ça, on se doute que la criminalité est omniprésente. La vue des taxis scarifiés ne donne pas plus confiance que celle des ruelles mal éclairées. Alors, la prudence est de mise. On évite de s'aventurer dehors avec son téléphone en poche et on montre le moins de signes de richesse possible. Ma tête de blanc ne m'aide pas. Je me trouve un petit hôtel où je suis le seul client. Le bâtiment est complètement barricadé et encerclé de barbelés. Cela devrait me rassurer, mais en fait, cela provoque en moi l'effet inverse. J'entreprends quelques sorties dans la rue. La première de jour, avec mon nouvel appareil photo. Je veux absolument filmer ce que je vois, pour le partager. Je le cache au fond de mon sac et le sors furtivement pour prendre des photos des bâtiments abandonnés. Une certaine beauté se dégage de cette atmosphère. Je suis tellement sur mes gardes que je tremble. Les quelques clichés que je prends sont ratés. Le soir venu, je sors pour aller dîner. Quand je finis de manger et que la nuit est tombée, je ne suis pas fier de mon choix. Les rues sont désertes et j'ai le sentiment qu'on pourrait me braquer à tout moment. Je cours et me perds dans les ruelles. J'arrive à mon hôtel paniqué et essoufflé. Je me demande ce que je fais ici et si je ne devrais pas retourner en Colombie. Je m'y sentais tellement bien. Un email m'aide à prendre ma décision. Bonjour Rémi. Pour faire suite à notre annonce, nous allons traverser l'Atlantique en convoyage avec un voilier du type RM 1060, voilier quasiment neuf et très bien équipé pour la transat. Nous partirons du port du Marin en Martinique, au plus tard à la mi-mai 2015. Un arrêt est prévu aux Açores 2-3 jours. L'arrivée et le port de débarquement de la transat seront La Rochelle. L'équipage est constitué de mon fils, Guillaume, 22 ans, capitaine de sang, et de moi-même, 58 ans, également capitaine de sang. Je viens d'effectuer une route du Rhum et nous recherchons 2 équipiers maximum. La participation aux frais est de 400 €, comprend le gazole, l'eau, la nourriture, les communications satellitaires, frais de port et douane. Je reste à ta disposition pour des questions supplémentaires. Bien cordialement, Daniel Ecalard. J'avais complètement oublié. Mon niveau d'excitation est au maximum. Un sourire béat se fige sur mon visage. J'ai du mal à y croire, tellement ça me paraît fou. Un skipper me veut sur son bateau, alors que je n'y connais rien du tout en navigation. Incroyable. Ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit d'aussi bonnes nouvelles. Et dire qu'il y a encore 1 minute, j'étais désespéré et complètement perdu. Même si je veux absolument faire cette transatlantique, je veux être sûr d'être entre de bonnes mains. Je regarde les références du capitaine Daniel Ecalard dans mon moteur de recherche préféré. Je suis tout de suite rassuré. C'est un vieux loup de mer qui n'a plus à faire ses preuves. Il a déjà fait une transatlantique en solitaire. La route du Rhum. Pour dire vrai, je n'avais jamais entendu parler de cette course mythique. C'est dire mon engouement pour la voile. Il doit y avoir moins de 1000 personnes dans le monde qui ont réalisé cet exploit. Je tombe sur des interviews radio et télévision du personnage. Je lui propose de faire alors un entretien en visioconférence, histoire de voir si le courant passe. Il me dit que ce n'est pas nécessaire. Mon profil d'aventurier lui correspond. Il a vu mes vidéos et a accroché sur ma personnalité. Bon, bah tant mieux. C'est la première fois que je tire profit de mon travail de blogueur. Comme quoi, faire des vidéos de voyage, ça sert. De mon côté, je n'ai qu'une demande à faire. Pourrais-je filmer sur le bateau afin de faire un documentaire ? Cela fait quelque temps que je réfléchis à mon futur professionnel et j'aimerais devenir réalisateur de films sur le voyage. Cette traversée serait pour moi l'occasion de tourner mon premier documentaire. Voici sa réponse. Pour le film, il faut que j'en parle à mon agent. 3 petits points. Je viens d'avoir sa réponse, c'est ok bien sûr. Je sens qu'on va bien s'amuser. J'espère que ce chapitre vous a plu, que ces 2 chapitres même vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas toujours à lâcher des commentaires. Et puis je vous donne rendez-vous tous les jours à la même heure, à 18 h sur Facebook et Instagram pour retrouver la suite du livre tout simplement. Et merci encore à vous pour votre écoute. Allez, ciao les amis. On coupe.